Nous allons retracer maintenant le cycle de la guerre de Troie. Ce cycle est un cycle central pour les Grecs. Tout tourne, on a l'impression, ou bien énormément de choses dans les tragédies, par exemple, autour et dans cette guerre de Troie. Pour les Grecs, peu importe que cette guerre soit ou non historique ou pas, ou purement mythologique, purement une image, là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ces images vont aider les Grecs à trouver leur unité. Et que ces images vont aider les Grecs quand ils vont être en danger, quand il va y avoir un ennemi, à trouver là leur unité et à réaliser donc leur destin. La force du destin grec, la force d'avoir réalisé ce destin se trouve en grande partie dans le fait que des générations et des générations d'âmes grecques vont vivre, vont être abreuvées par ces images. La guerre de Troie, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Tous les Grecs convergent vers ces images, tous les Grecs se nourrissent de ces images, quel que soit le lieu où ils habitent, quelle que soit la ville où ils se trouvent, quel que soit le roi. La Grèce n'a jamais été, politiquement parlant, en tout cas à l'époque classique, en tout cas à l'époque antique, unie, toujours des juxtapositions de villes. Un tel mythe est un mythe fédérateur, un mythe qui va unir toutes ces âmes entre elles. Comment est-ce que tout cela, ça a commencé? Ça a commencé par un mariage. Ça a commencé par une noce. Une noce entre Pélée et Thétis. Pélée, c'est un mortel. Thétis, elle, c'est une divinité des eaux, une nymphe, comme on disait autrefois. Donc, le mariage, l'union entre un mortel et une divinité des eaux. Quel va être le fruit de cette union? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme conséquence? C'est un mariage pour lequel vont être invités tous les dieux. Tous les dieux sont présents. Et au cours de ce mariage, nous allons voir, nous est-il raconté en tout cas, Thétis qui va prendre des formes diverses. Et à chaque fois, Pélée qui va être apte à saisir ces formes, à les comprendre, à les prendre, à les maîtriser. L'union entre ces deux êtres va avoir lieu, bien sûr, sur le rivage, entre l'élément terre, Pélée, et l'élément mer, Thétis. Pour ces noces, donc, tous les dieux ont été invités. Oui, oui, bien sûr, sauf une déesse. Non. Éris. Éris, la discorde. On n'allait quand même pas inviter le jour du mariage la discorde. Mais au milieu de ces noces, qui est-ce qui arrive? Éris, la discorde. Elle ne se plaint pas de ne pas avoir été invitée, elle ne proteste pas,
Elle sourit. Elle apporte même un cadeau. Elle apporte un cadeau, elle apporte un fruit qu'elle dépose. Ce fruit, c'est une pomme. Et, en souriant, à nouveau, elle s'en va. Elle ne veut pas gêner, elle ne veut pas perturber la noce. Les dieux regardent cette pomme. Il y a quelque chose qui est inscrit, qu'elle a apporté aussi près de la pomme, une petite inscription. Et là, c'est marqué pour la plus belle. Pour la plus belle. Oui, mais il y a tellement de divinités, tellement de déesses. Pour qui est donc cette magnifique pomme? Le prix de la beauté. Il y a surtout 3 déesses qui revendiquent ce prix. L'une, c'est la déesse Athéna. L'autre, c'est la déesse Héra. Athéna est protectrice d'Athènes. Héra est l'épouse du maître des dieux, de Zeus. Il y a une troisième déesse qui revendique aussi ce prix. Elle s'appelle Aphrodite. Les Romains plus tard l'appelleront Vénus. Elles ne veulent pas se disputer, ces déesses, mais toutes 3 pensent, peut-être à juste titre, que chacune d'entre elles est la plus belle. Et elles voudraient être départagées, et qui d'autre pourrait les départager? Qui de mieux placé pour les départager que, bien sûr, le maître des dieux lui-même, Zeus lui-même. Alors elles vont voir Zeus et lui demandent, peux-tu nous départager? Qui est la plus belle de nous 3? Zeus, fin psychologue, doit sans doute s'être dit que l'affaire était délicate et qu'il faudrait mieux adopter une attitude qui ne soit pas désavantageuse vis-à-vis de l'une ou de l'autre de ces déesses. Et il va donc conseiller à ces 3 magnifiques déesses de demander conseil à un jeune berger qui garde les moutons dans les montagnes. Et ce berger s'appelle Paris.